Des vacances de rêve en Thaïlande sont devenues le chapitre le plus fou et inattendu de ma vie. Ma femme était étrangère à la femme idéale, une vie parfaite, un avenir qui semblait sorti d'un conte de fées. Mais parfois, la vérité se cache derrière des sourires parfaits, et on ne la voit que lorsqu'il est trop tard. Elle m'a trompé. Brutalement. Froidement. J'ai géré ça comme un chef et je me suis assuré qu'elle ressente le poids de ses actes. Des mois plus tard, nos chemins se sont recroisés. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, remontons au début. J'avais 45 ans, et je m'en sortais bien. Je dirige une chaîne de concessions automobiles en Île-de-France, rien d'extravagant, juste un travail honnête, et j'ai construit une belle vie avec ça. Après un hiver particulièrement rude et une baisse des ventes qui s'éternisait, mes amis m'ont convaincu de partir en voyage avec eux. Ils disaient que j'avais besoin de recharger les batteries et de soleil. La Thaïlande, qu'ils disaient. Plage, bière, zéro stress. On a réservé 2 semaines à Phuket. Bel endroit. Grande piscine, bonne nourriture, boissons fraîches, et ces couchers de soleil qu'on ne croit pas réels tant qu'on ne les a pas vus de ses propres yeux. J'ai fait une valise légère, maillot, polo, sandales, l'essentiel. On a atterri, on s'est installé, et dès la 2e soirée, je me sentais plus léger. Plus détendu. Le stress du boulot m'avait usé plus que je ne l'admettais. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Elle était au bar près de la piscine, dos à moi, longues jambes, cheveux noirs tressés lâchement dans le dos. Elle portait une tunique en lin blanc qui laissait entrevoir des marques de bronzage. Le barman lui a tendu un cocktail, quelque chose avec une rondelle de citron vert, et elle s'est tournée pour chercher une place. C'est là que j'ai vu son visage. Sublime. Aucun autre mot. Lèvres pleines, pommettes saillantes, des yeux clairs qui brillaient comme du verre sous la lumière. Elle était grande, digne d'un mannequin, et se tenait avec une assurance qui attirait tous les regards. Le genre de femme qui fait taire une conversation quand elle entre dans une pièce. Elle s'est assise non loin de moi. Seule. J'ai hésité un instant, je me demandais si elle attendait quelqu'un. Mais quelque chose m'a poussé à agir, et je lui ai demandé si le siège à côté était libre. Elle a souri, secoué la tête, et voilà, on a commencé à parler. Elle s'appelait Anna. Russe. 28 ans. Son français était hésitant. On s'est débrouillé, riant de nos maladresses. Elle m'a dit qu'elle était en vacances avec 2 amis, partis courir après un local en jet-ski. Elle était mannequin, avait fait des campagnes de mode en Europe, et maintenant surtout des photos de maillots. Je lui ai parlé de mes concessions en France, et elle a ri, des voitures ? Comme dans les films ? Je ne savais pas trop ce qu'elle voulait dire, mais j'ai ri aussi. Elle avait une appli de traduction sur son téléphone, et ça nous a bien aidé ce premier soir. C'était mignon, même. Drôle. On est resté au bar jusqu'à la fermeture. Juste à parler. À rire. Moi, un gars de la banlieue parisienne, au bord d'une piscine en Thaïlande avec un mannequin russe, comme si j'avais glissé dans la vie de quelqu'un d'autre. Je l'ai raccompagné à sa chambre. Sans rien tenter. Je lui ai juste dit que j'avais passé un super moment, et elle a souri, moi aussi, demain ? Et oui, demain. Et le jour d'après. Et encore après. On a passé le reste de la semaine ensemble. Jour à la plage, balade en bateau, spectacle de feu le soir, assis sur le sable. Je savais que le temps était compté. Son vol était 2 jours après le mien. On n'a pas parlé de ce qui se passerait ensuite. On était juste dedans. Peu importe ce que c'était. Et ça me convenait. Mais je vais te dire un truc, dans l'avion du retour, je n'arrêtais pas de penser à elle. Je regardais les photos qu'elle m'avait envoyées. Elle sur la plage, elle en face de moi au dîner, ce petit demi-sourire qu'elle faisait quand elle allait me taquiner. Ça me manquait déjà. Et je n'avais aucune idée, pas la moindre, de combien ma vie avait déjà changé. Mais on y viendra bien assez tôt. De retour en France, je pensais que les choses avec Anna s'essouffleraient naturellement. C'est ce qui arrive avec les amours de vacances, quelques messages, 2 ou 3 photos, et puis ça s'éteint. La vie reprend. Mais avec elle, ça n'a pas été le cas. Le lendemain de mon retour en Île-de-France, j'avais déjà un message d'elle. Un simple « salut », émoticône sourire. C'était tout. Mais ça m'a fait l'effet d'une étincelle.
Comme si quelque chose que je ne m'attendais pas à voir durer avait trouvé de quoi brûler encore. On a commencé à s'écrire tous les jours. Au début, elle utilisait une appli de traduction, et je recevais des messages longs, adorables, un peu robotiques mais charmants. Parfois, les phrases étaient maladroites, j'ai aimé notre soirée ensemble, ou, ton sourire réchauffe dans mon ventre, mais je comprenais toujours. Et franchement, ça me faisait sourire. On aurait dit un film. Je répondais en phrases courtes, simples, pour qu'elle puisse les traduire facilement. Une fois, elle m'a envoyé une vidéo d'un musicien jouant de l'accordéon dans le métro parisien, avec un mot, ce son me fait penser à toi. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais ça m'a serré le cœur. Au bout de 3 semaines, elle a commencé à m'envoyer des messages vocaux. Son français était encore approximatif, mais elle faisait des efforts. Le premier, elle disant « Bonjour, mon Julien » m'a mis de bonne humeur toute la journée. Je l'ai écouté 5 fois. J'attendais sa voix plus que je n'attendais de conclure une vente au boulot. Et j'adore conclure des ventes. Elle apprenait vite. Chaque jour, un peu mieux. Elle me parlait de ses cours de français, et elle s'entraînait en m'envoyant des blagues ou en posant des questions comme « C'est quoi cela coulée douce ?» ou « Pourquoi on dit il pleut des cordes ?» J'essayais d'expliquer, mais parfois, on riait juste de l'étrangeté du français pour une étrangère. 3 mois ont passé comme ça. Un soir, j'étais sur la terrasse après une longue journée, une bière à la main, à regarder le soleil se coucher, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a frappé en plein ventre. Elle me manquait plus que de raison. Pas juste son rire, ses photos ou sa voix. Elle, tout simplement. C'était comme si ma vie s'était élargie juste assez pour qu'elle y trouve sa place, et sans elle, tout semblait déséquilibré. Alors j'ai fait un truc un peu impulsif, même pour moi. Je lui ai écrit, et si on partait à Nice? Elle a répondu 5 minutes plus tard, du soleil et toi? Je dis oui. On a choisi des dates, j'ai réservé un hôtel sur la promenade des Anglais, et je lui ai envoyé de l'argent pour le billet d'avion. Peu importe le prix. Je voulais juste la revoir. Quand elle est arrivée à l'aéroport, je l'ai reconnue tout de suite. Et quand elle m'a vu, elle a couru vers moi et m'a enlacé comme si on ne s'était jamais quitté. Sans hésiter. Comme si on reprenait là où on s'était arrêté. Cette semaine à Nice était incroyable. On a marché le long de la plage. Elle a dansé dans un parking près d'un glacier quand une chanson qu'elle aimait a passé. Elle m'a taquiné sur mon bronzage de cycliste, et je lui ai acheté un chapeau de paille qu'elle portait tous les jours après ça. Un soir, on était assis sur une jetée, les pieds dans le vide, l'air chaud et salé. Elle a posé sa tête sur mon épaule, et j'ai ressenti un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Ce calme qui dit, c'est là que tu dois être. Je l'ai regardée. Elle fixait l'eau, fredonnant doucement, peut-être une chanson de chez elle. Et je l'ai dit sans le planifier, sans bague, sans grand geste. Juste une question qui m'a échappé. Veux-tu m'épouser? Elle s'est tournée et a cligné des yeux, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Puis ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a hoché la tête. Oui. Je veux. C'est tout ce qu'elle a dit. On ne s'est pas embrassé tout de suite. On est resté là. À laisser ça s'installer. À le rendre réel. Je ne savais pas ce qui viendrait ensuite, paperasse, visa, 1000 détails, mais une chose était sûre, je ne la laisserai pas partir. Pas cette fois. Pas jamais. Se marier avec quelqu'un d'un autre pays, ce n'est pas juste aller à la mairie et signer des papiers. Non, monsieur. C'est tout un processus. Immigration, avocat, formulaires qui te font loucher. Je dirige des concessions automobiles, je connais la paperasse mais là, c'était un autre niveau. La première chose à faire était de prouver que notre relation était réelle. Pas juste un mariage bidon pour un visa. Il fallait fournir des photos ensemble, des logs de messages, des itinéraires de voyage. Des lettres de proches pour attester de notre histoire. J'ai dû ressortir nos factures d'hôtel de Thaïlande et de Nice, même les selfies où elle me photographiait avec une noix de coco. Je plaisantais en disant que notre histoire d'amour devait passer l'inspection des autorités. On a rempli la demande. Ça semblait simple, mais c'était 20 pages de questions qui donnaient l'impression d'être interrogé. J'ai engagé un avocat spécialisé en immigration pour être sûr de ne rien rater. Ça m'a coûté quelques milliers d'euros, mais ça valait le coup pour la tranquillité. Anna devait faire traduire et notarier tous ces documents. On passait des heures à la table de la cuisine,
elle a feuilleté des papiers pendant que je vérifiais date et signature. Au bout de plusieurs mois, ils ont approuvé le visa K1. Ça voulait dire qu'on avait 90 jours pour se marier. Romantique, non? Comme dans un film. En réalité, c'était une course contre la montre avec l'administration dans le dos. Mais on a rendu ça amusant. Elle est arrivée en France avec 2 valises, un gros manteau, et ce même sourire qui m'avait accroché en Thaïlande. Elle a emménagé chez moi, dans ma maison en banlieue parisienne. Ce n'était pas un palace, mais c'était propre, chaleureux, et à nous. Elle a tout de suite décoré coussins, bougies, petites figurines de chat venues d'un site russe. Je lui ai laissé carte blanche. J'aimais rentrer et la trouver là. On a fixé la date du mariage au printemps. Je voulais quelque chose de simple, mais Anna avait une vision. Et franchement, je ne pouvais pas dire non. On a loué un domaine viticole en Provence. Un endroit chic. Fleurs, guirlandes lumineuses, une grande tente pour 100 invités. Elle portait une robe en dentelle qui a fait taire toute l'assemblée quand elle est entrée. On aurait dit une peinture. Je ne suis pas poète, mais ce jour-là, je me suis senti l'homme le plus chanceux du monde. Elle a pleuré pendant les vœux. Moi aussi, mais j'ai fait semblant de rester cool. Après le mariage, on a trouvé un rythme. Elle restait à la maison, s'occupait de tout et s'adaptait à la vie française. Son français progressait bien. Elle avait toujours cet accent, et certains mots la faisaient trébucher, mais on pouvait avoir de vraies conversations. Profondes. Sur la famille, la vie, l'avenir. Elle parlait de son enfance en Russie, des tempêtes de neige, des plats de choux farcis de sa mère. Je parlais de mon enfance à Cergy, des après-midi à réparer des vieilles Renault avec mon père, de la radio qui jouait du Johnny Hallyday sur la terrasse. Elle cuisinait de plus en plus, testait des recettes. Parfois des plats russes, certains étaient délicieux, d'autres intéressants. J'ai appris à sourire même quand c'était bizarre. Elle riait quand j'essayais de prononcer les noms. On partait en voyage. Un week-end à Deauville. Puis Lyon, pour voir la place Bellecour et un spectacle au théâtre des Célestins que je n'ai pas compris mais que j'ai regardé avec plaisir. Puis Bordeaux, où elle portait des lunettes de soleil comme une star et prenait des photos devant les vignes. On vivait comme dans une carte postale. Les week-ends étaient à nous. On sortait avec des amis, on buvait, on dansait, on riait. Tout le monde disait qu'on allait bien ensemble. Et c'était vrai. J'étais le stable, elle était l'étincelle. Je ne m'étais jamais senti si léger. La maison semblait plus chaleureuse. Mes journées semblaient plus courtes dans le bon sens. J'avais hâte de rentrer. Elle ne travaillait pas, et ça ne me dérangeait pas. Je l'ai mise sur la paie de l'entreprise pour qu'elle ait son propre compte. Je voulais qu'elle se sente indépendante, pas comme si elle dépendait de moi. Elle décorait, cuisinait, rencontrait des voisins, allait au yoga et à des cours de français. J'étais fier d'elle. Elle avait tout quitté pour recommencer avec moi. Ça voulait dire quelque chose. Tout semblait parfait. Vraiment. En y repensant, c'est fou comme les plus beaux moments de la vie peuvent cacher des fissures qu'on n'est pas prêt à voir. Mais à l'époque, je ne cherchais pas les fissures. J'étais juste heureux. Et ce bonheur semblait réel. Du genre qu'on ne vit qu'une fois. La deuxième année a commencé sur une note un peu étrange. Rien de dramatique, juste décalé. Je ne pouvais pas vraiment mettre le doigt dessus à l'époque. Les choses allaient bien, en surface. Anna souriait toujours, gérait la maison. Mais quelque chose dans l'air avait changé, et je me disais que ce n'était rien jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Vers la fin du printemps, mon vieil ami Marc nous a invités à sa maison de vacances au bord du lac d'Annecy. Marc, c'est un pote de longue date. On s'est connus à l'université, puis on a été partenaires en affaires un temps avant qu'il se lance dans l'immobilier. Sa maison au lac est sympa, à 2 heures de route. Il organise ses week-ends 1 ou 2 fois par an. Barbecue, bière, bateau. Du relax, rien de fou. Anna n'avait jamais rencontré la plupart de mes amis de ce cercle. Je me suis dit que ce serait l'occasion de la présenter. On a fait nos valises, pris des steaks et du vin, et on a pris la route. On est arrivé chez Marc vers midi. Il y avait déjà quelques voitures. J'ai reconnu des visages: Sophie, la femme de Marc, notre pote Luc, son cousin Joël, et d'autres que je n'avais pas vus depuis un moment. Et puis il y avait Damien. Je n'avais pas vu Damien depuis 2 ans. Pas des meilleurs amis,
mais on s'était croisés souvent à faire, événements caritatifs, ce genre de choses. C'était le genre de mec qu'on remarque, grand, athlétique, cheveux impeccables, un sourire qui donne envie d'écouter avant même qu'il parle. J'ai présenté Anna à tout le monde. Tout le monde était poli, sympa. On lui demandait d'où elle venait, comment elle trouvait la France. Elle gérait bien, charmante, un peu timide mais gracieuse, comme toujours. Mais assez vite, j'ai remarqué qu'elle et Damien s'entendaient bien. Rien de fou au début. Juste des discussions. Puis un peu plus. Je la voyais jeter un œil quand il riait. Puis je l'ai surprise à glousser à une de ses remarques. Il y a eu un moment qui m'a marqué, elle a repoussé ses cheveux derrière son oreille en lui parlant. Ce geste. Je l'avais vu 100 fois. C'était sa signature quand elle flirtait, même sans le vouloir. Peut-être qu'elle ne s'en rendait pas compte. Peut-être que ça ne voulait rien dire. Mais j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Je l'ai ignoré. Je me suis dit que j'étais trop dramatique. Inquiet. Parano, même. On était mariés. Elle ne ferait pas ça. On avait des projets. Un avenir. Ce soir-là, on était tous autour du feu. Anna était à côté de moi, mais je sentais qu'elle était ailleurs. Chaque fois que Damien parlait, elle écoutait. Elle riait à toutes ses blagues. Elle a proposé de remplir son verre quand elle est allée à la cuisine. Des petites choses. Normales, si on ne faisait pas attention. Mais moi, je faisais attention. De retour à la maison, la vie a continué. Mais je n'ai pas oublié ce week-end. Quelque chose restait en tête. Son sourire pour lui. La lumière dans ses yeux quand elle parlait avec lui. C'était différent de la façon dont elle me regardait récemment. Pas plus froid. Juste différent. Elle a mentionné Damien quelques fois après. En passant. Damien a dit ça, ou Damien a raconté cette histoire au lac. Des mentions anodines. Je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête. Mais j'écoutais. Les choses entre nous restaient à peu près pareilles, mais je commençais à remarquer des détails. Le temps qu'elle mettait à répondre à mes messages dans la journée. Le fait qu'elle mette du parfum même pour juste faire des courses. La façon dont elle verrouillait son téléphone plus vite, ou le retournait quand il vibrait. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. Je l'aimais. J'avais confiance en elle. Et franchement, je ne voulais pas être ce mec qui accuse sa femme juste parce qu'elle a ri à la blague d'un autre. Alors j'ai enfoui ça. Je me suis dit que je réfléchissais trop. Mais au fond, je savais que quelque chose avait bougé. Comme un engrenage qui dérape légèrement. 6 mois après ce week-end au lac, j'avais l'impression d'être un étranger chez moi. Au début, c'était subtil. Des petites choses que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Anna avait toujours été active, aimait le yoga, les balades, parfois la salle de sport, mais maintenant elle était soudainement à fond dans le Pilates. 3, parfois 4 fois par semaine. Parfois le soir, ce qu'elle ne faisait jamais avant. Et c'était toujours dans de nouveaux endroits, avec de nouveaux profs, à l'autre bout de la ville. Ça ne me semblait pas normal, mais je n'ai rien dit. Elle sortait aussi plus souvent avec les copines. Je ne connaissais qu'une d'entre elles, Elena, une autre Russe qu'elle avait rencontrée dans un groupe d'expatriés. Sympa. Mais ensuite, il y avait de nouveaux noms, de nouvelles, amies, du yoga ou des cours de français, et j'ai arrêté de suivre. Certains soirs, elle rentrait tard, tout sourire et bavarde. D'autres fois, elle ne disait presque rien. Je restais sur le canapé, à regarder la télé sans l'entendre, en essayant de ne pas me sentir idiot. J'ai commencé à repérer des schémas. Elle prenait des appels dans le couloir ou dehors. Une fois, je suis entré pendant qu'elle envoyait un message, et elle a sursauté comme si je l'avais effrayée. Elle a dit que c'était Elena, rien d'important. Ses mains tremblaient un peu. C'est là que j'ai arrêté de me mentir. Je n'imaginais rien. Quelque chose se passait. Alors j'ai fait ce que je n'aurais jamais cru faire, j'ai engagé un détective privé. Il s'appelait Gilles. Je l'ai trouvé par un ami qui l'avait utilisé pour une bataille de garde. Il disait qu'il était discret et efficace. Gilles m'a rencontré dans un café, avec un carnet et une voix calme, comme s'il avait tout vu 2 fois. Je lui ai donné ce que je savais. Date, habitude, la voiture qu'elle conduisait, où elle disait aller.
Je lui ai même parlé de Damien. Il a hoché la tête, pris des notes, et dit « Donnez-moi quelques semaines ». Il en a mis 3. Il m'a appelé pour savoir si je voulais le rapport en personne. J'ai dit oui. On s'est vu dans son bureau. Il m'a tendu une clé USB et une enveloppe avec des photos. Il m'a regardé et a dit « Ça ne va pas vous plaire ». Il avait raison. J'ai attendu d'être chez moi. J'ai fermé les stores, je me suis assis à mon bureau, et j'ai branché la clé. Il y avait des dizaines de fichiers. Photos. Vidéos. Log GPS. Horodatage. Elle ne rencontrait pas juste quelqu'un. Elle était avec quelqu'un. Régulièrement. En pleine journée, dans des hôtels à travers la ville. Tôt le matin. Certaines nuits où elle disait être au resto avec les copines, elle était garée devant un immeuble, à attendre. À chaque fois c'était lui. Damien. Il y avait des images de s'enlaçant. S'embrassant. Entrant dans une chambre d'hôtel à 10h30 du matin et n'en sortant pas avant presque 2 heures. Puis la semaine suivante. Et encore. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était une routine. Comme si elle avait 2 agendas, un pour moi, un pour lui. Le pire? J'y avais des images d'elle dans ma voiture. La Peugeot que je lui avais offerte pour son anniversaire. Elle était au volant, Damien à côté. Il riait, buvait des smoothies, comme s'il n'avait aucun souci. Elle l'a embrassé à un feu rouge. Je suis resté là peut-être une demi-heure, à fixer l'écran. Je n'ai pas bougé. Pas parlé. J'avais l'impression que la pièce rétrécissait autour de moi. Ce soir-là, elle est rentrée vers 21h15. Elle a dit que le pilote avait fini tard et qu'elle avait dîné avec les copines après. Elle m'a fait ce même sourire doux et m'a demandé si je voulais un thé. J'ai dit non. J'ai juste dit que j'étais fatigué. Elle n'a rien remarqué dans ma voix. Ou peut-être qu'elle s'en fichait. Je savais que je ne pouvais pas garder ça pour moi éternellement. Mais je n'allais pas exploser. Ni supplier. J'allais attendre. Et quand le moment viendrait, je serais prêt. J'ai attendu une semaine avant de dire quoi que ce soit. J'avais toutes les preuves nécessaires. Gilles m'avait tout donné, bien rangé. J'ai gardé le dossier dans un tiroir de mon bureau, sans l'ouvrir après la première fois. Chaque jour, je rentrais du boulot et faisais comme si de rien n'était. On dînait. On parlait. Je hochais la tête et souriais comme un acteur jouant un rôle. Je ne mangeais pas beaucoup. Je n'y arrivais pas. Je ne pouvais même pas la regarder dans les yeux la plupart du temps. Mais j'avais besoin de temps pour savoir quoi faire. Il fallait que je sois calme. Je ne voulais ni dispute ni scène. Ce soir-là, un jeudi, je suis rentré vers 18h. Elle n'était pas là. Elle avait dit qu'elle avait un cours tardif et qu'elle pourrait manger avec les copines. Je me suis assis à la table de la cuisine avec le dossier, je l'ai ouvert, et j'ai étalé tout. Photos, reçus, la chronologie complète imprimée par Gilles. J'ai tout mis dans une enveloppe craft et je l'ai posée au centre de la table. Puis j'ai attendu. Elle est rentrée vers 21h30, fredonnant. Une chanson pop que je ne connaissais pas. Ses joues étaient roses, comme si elle venait du froid, cheveux tirés en chignon serré. Elle rayonnait. Salut, elle a dit. Le yoga était super. Je me sens trop bien. Je l'ai regardée et j'ai dit, bon yoga. Ouais, vraiment bien. Elle a posé son sac près de l'escalier et s'est dirigée vers le frigo. Assieds-toi, j'ai dit. Elle s'est arrêtée, à mi-chemin, quoi? J'ai dit, assieds-toi. Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter. Elle s'est assise lentement en face de moi. J'ai poussé l'enveloppe vers elle. C'est quoi? Elle a demandé. Ouvre. Elle l'a ouverte. Elle a feuilleté la première page, puis la suivante. Ses yeux bougeaient vite. Puis plus lentement. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a atteint une photo et s'est figée. Ses doigts ont arrêté de bouger. Son visage a blanchi. Je suis resté là. Silencieux. Julien. Elle a commencé, la voix basse. Non. Elle a réessayé. Ce n'est pas ce que tu, ne fais pas ça, je l'ai coupé. Ne mens pas. Pas maintenant. Elle m'a regardé, le visage pâle, les mains tremblantes. Je me suis levé,
Je suis allé au porte-clés, et j'ai pris son trousseau. J'ai pris son portefeuille dans son sac et j'ai retiré les cartes bancaires que je lui avais données. J'ai pris tout l'argent. Tu dois partir, j'ai dit. Elle a eu l'air sonné. Partir? Pour aller où? Je m'en fous. Ce n'est plus mon problème. Elle s'est levée lentement. Parlons, s'il te plaît, juste parlons. J'ai haussé la voix pour la première fois. Parler? Tu me mens depuis des mois. Pendant que je bossais, que je construisais une vie pour nous, tu étais là dehors à faire je ne sais quoi avec un mec que je t'ai présenté. Ses lèvres tremblaient. C'était une erreur. Non. Une erreur, c'est une nuit. Une erreur, ce n'est pas réserver des hôtels en pleine journée, ce n'est pas le faire dans la voiture que je t'ai offerte, ce n'est pas mentir sur du Pilate 4 fois par semaine. Une erreur, ça ne se répète pas encore et encore. Elle n'a pas discuté. Elle n'a plus nié. Elle est restée là, les yeux brillants, la bouche entr'ouverte comme si elle voulait dire quelque chose sans savoir par où commencer. Reviens demain pour tes affaires, j'ai dit. Elles seront prêtes. Je veux que tu sois parti. Elle n'a pas bougé un instant, comme si son cerveau rattrapait la réalité. Puis elle a pris son sac, son téléphone sur le comptoir, et s'est dirigée vers la porte. Avant de partir, elle s'est retournée. Je ne voulais pas te faire du mal. J'ai ri. Un rire amer, sec. Tu l'as fait. Merci de le confirmer. Et puis elle est partie. La porte a cliqueté derrière elle, et je suis resté dans le silence. La maison semblait différente. Plus froide. Plus vide. Mais aussi plus honnête. Pour la première fois en des mois, les mensonges ne flottaient plus dans l'air. J'ai fermé la porte à clé, éteint les lumières, et je suis monté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien cassé. Je me suis juste assis au bord du lit qu'on partageait avant et j'ai fixé le sol, me demandant comment quelque chose d'aussi pur pouvait pourrir de l'intérieur et te laisser tenir les morceaux. Mais je savais une chose, elle ne reviendrait jamais. Pas ici. Pas à moi. Le lendemain, comme je lui avais dit, elle est revenue chercher ses affaires. Vers midi. J'étais dans la cuisine, en train de finir mon café. Je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert la porte et fait un signe vers le couloir. Ses valises étaient prêtes. 2 sacs. Je n'ai rien jeté. Je voulais que ce soit propre. Elle ne méritait pas de gentillesse, mais je lui ai laissé de la dignité. Elle ne s'attendait pas à ce que j'aille jusqu'au bout. J'ai dit, tu peux les prendre maintenant. Ou je les laisserai sur le perron plus tard. À toi de voir. Elle est entrée, silencieuse comme une souris. Elle n'a pas pleuré, pas encore. Elle m'a juste regardé, comme si j'allais changer d'avis. Mais je n'ai pas scié. Je suis resté là, bras croisés, à attendre. Elle a murmuré, je ne sais pas quoi dire. Y a rien à dire. Elle s'est baissée et a commencé à tirer ses affaires. Je n'ai pas aidé. Elle n'a pas demandé. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois et a chuchoté, je suis désolé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la porte derrière elle. C'était la dernière fois qu'elle a mis les pieds chez moi. J'ai appris plus tard qu'elle était allée directement chez Damien. Logique. Elle n'avait pas de plan B. Elle avait tout quitté en Russie, et j'étais son seul point d'ancrage ici. Quand j'ai coupé ce lien, Damien était la seule option. Je l'imaginais l'accueillir, peut-être même penser qu'il avait gagné quelque chose. Qu'il la garde, je me suis dit. Pendant un moment, plus de nouvelles. 2 mois ont passé. Je me suis recentré sur moi, sur le boulot, j'ai nettoyé la maison de fond en comble comme pour effacer sa présence. Puis Marc m'a appelé. On n'avait pas beaucoup parlé depuis le week-end au lac, pas après tout ce qui s'était passé. Il m'a dit, tu ne vas pas y croire, et je savais déjà que ça la concernait. Apparemment, elle et Damien s'étaient séparés. Bruyamment. En public. Une scène dans un restaurant où elle est sortie en pleurant, et lui l'a suivie en criant quelque chose sur une trahison. Plus tard, j'ai entendu par quelqu'un Sophie, peut-être qu'elle voyait un autre mec en même temps que Damien. Un barman ou un coach, quelqu'un sans importance. Elle lui a fait ce qu'elle m'avait fait. Une partie de moi aurait dû se sentir vengée. Une autre était juste engourdie. Elle n'était plus mon problème. Puis elle est revenue. 3 fois.
La première, 3 semaines après leur rupture. Elle s'est pointée sans prévenir. J'ai ouvert la porte, et elle était là, aux cheveux en désordre, sans maquillage, sans sourire. Elle a demandé si on pouvait, juste parler. J'ai fermé la porte derrière moi et je suis sorti. J'avais les papiers du divorce, prêts à être signés. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle était désolée, que Damien était une erreur, qu'elle se sentait perdue sans moi. Elle a dit, tu es le seul homme qui m'a vraiment aimé. Je l'ai laissé pleurer. Je n'ai pas dit grand-chose. Je suis resté là jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de mots. Puis j'ai dit, tu as fait ton choix. Elle a demandé si on pouvait recommencer. Je lui ai dit non. Elle est partie, tête baissée. La deuxième fois, c'était un mois plus tard. Elle a appelé. Elle disait qu'elle n'avait nulle part où aller. Qu'elle regrettait notre vie, notre routine. Elle m'a rappelé comment je lui faisais du thé avant de dormir, comment je vérifiais si elle avait froid la nuit. Je n'ai pas cédé. Je lui ai dit que je lui souhaitais le meilleur, mais qu'elle n'était plus la bienvenue chez moi. La troisième fois, elle est venue avec une lettre. Elle disait qu'elle y avait écrit tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai jetée sans la lire. Pas par méchanceté mais parce que je savais que ce qu'il y avait dedans n'avait plus d'importance. Aucune excuse ne répare des mois de trahison. J'ai entendu qu'elle s'était installée chez une amie un moment. Elena, peut-être. Puis quelqu'un a dit qu'elle cherchait du travail. Ce n'était plus mes affaires. J'avais fait le plus dur, j'avais tracé une ligne, et je m'y tenais. Parfois, je regardais la porte d'entrée en m'attendant à moitié à la voir là. Mais elle n'est jamais revenue après ça. Et je ne l'espérais pas. Pas cette fois. J'avais ma paix, et je n'allais pas l'échanger contre des promesses vides et des secondes chances. Au moment de l'audience de divorce, tout semblait déjà fini. Toutes les tempêtes étaient passées. Les cris, les pleurs, les nuits silencieuses, les portes fermées, tout était derrière nous. Ce n'était qu'une formalité, le dernier tampon. Je n'avais pas vu Anna depuis quelques mois. J'avais arrêté de demander des nouvelles. J'avais arrêté de me poser des questions. Mais j'entendais encore des choses, souvent de gens qui ne savaient pas que je ne voulais pas savoir. Un jour, Luc est passé à la concession pour récupérer son SUV après une révision et m'a dit, l'air de rien, je l'ai vu à la station-service sur la RN7. Elle bosse là-bas maintenant. J'ai juste hoché la tête et repris mes papiers. Apparemment, après la dernière fois où elle était venue chez moi et que je l'avais repoussée, elle s'était installée chez une amie un moment, puis avait trouvé un job dans une station-service à 20 minutes de là. Fini les sacs de luxe. Fini les nouvelles chaussures livrées dans des boîtes chics. Fini les photos au bord de la piscine avec des cocktails glacés. Elle avait troqué tout ça contre un badge et une caisse. Je n'en tirais ni plaisir ni peine. Juste rien. Cette partie de moi était éteinte. Le tribunal était gris, calme. Un mardi banal. Je portais une chemise propre, un pantalon noir. Rien d'extravagant, mais correct. J'avais apporté tous les papiers, même si mon avocat s'en occupait. J'avais besoin de sentir que je contrôlais quelque chose. Elle est arrivée 10 minutes en retard. Un taxi l'a déposée à l'entrée latérale. Je l'ai vue par la fenêtre, enveloppée dans un manteau beige que je ne connaissais pas. Ses cheveux étaient tirés en arrière, sans maquillage. Elle semblait plus petite, d'une certaine façon. Quand elle est entrée dans la salle, nos regards se sont croisés. Elle n'a pas souri. Elle a baissé les yeux, serrant un dossier contre sa poitrine comme un bouclier. L'audience a été rapide. On n'avait pas de biens à partager, pas vraiment. Tout était à mon nom. La maison, la voiture, les comptes. Elle n'avait pas travaillé pendant le mariage, et on n'était mariés que depuis un peu moins de 2 ans. Pas d'enfants. Pas d'entreprise commune. Mon avocat a fait ce qu'il avait à faire. Le sien a à peine parlé. Elle restait assise, hochant la tête, triturant un mouchoir dans ses mains. Quand le juge a demandé si l'une des parties voulait parler avant la décision finale, j'ai dit non. Mais Anna s'est levée. Sa voix était faible, tremblante. Elle a dit, je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Le juge a hoché la tête poliment, sans rien dire. Ce n'était pas un film. Pas de grand discours. Juste quelques mots, le bruit des pages qui tournent, et c'était fini. Divorce prononcé. Elle s'est mise à pleurer là,
au tribunal. Pas fort, mais le genre de pleurs qu'on ne contrôle pas. Ceux qui coulent quand on réalise ce qu'on a perdu. Je ne lui ai rien dit en sortant. Pas besoin. On a descendu le couloir, à quelques pas l'un de l'autre. Je suis sorti. Elle est restée près des portes, à parler avec son avocat. Quand je me suis retourné une dernière fois, elle était là, seule. Un taxi s'est arrêté. Elle est montée et n'a pas regardé en arrière. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Environ 2 semaines plus tard, elle m'a envoyé un message disant qu'elle rentrait en Russie. Son visa expirait, et sans travail, sans soutien, sans mariage pour la retenir, elle n'avait plus de raison de rester. Je n'ai pas demandé de détails. J'ai posé mon téléphone et repris le boulot. Ma vie a continué. Je me suis concentré sur mon entreprise. J'ai repris quelques concessions. Je me suis remis à me lever tôt, à aller à la salle, à cuisiner mes repas. La maison était calme, mais pas vide. Paisible, même. Le genre de calme qu'on gagne. Elle était belle. Pas de doute là-dessus. Elle avait un sourire qui pouvait arrêter le trafic, une façon de vous faire sentir que vous étiez le seul homme dans la pièce. Mais derrière ce charme, il y avait quelque chose de cassé. Et je ne peux pas réparer ce qui ne veut pas l'être. Je ne la hais pas. Plus maintenant. Mais je n'oublierai jamais. Partagez votre opinion dans les commentaires. Pourriez-vous pardonner à votre femme dans une situation similaire si vous l'aimiez? Après qu'elle se soit repentie? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.